Mesdames et messieurs, chers amis de l'Académie, je suis très honoré aujourd'hui d'accueillir à l'Académie des sciences d'outre-mer Monsieur Raoul Delcorde, qui est ambassadeur honoraire de Belgique, qui est aussi membre de l'Académie royale de Belgique, titulaire d'un doctorat en sciences politiques, et il est aussi professeur invité à l'université de Louvain. Il est l'auteur d'une dizaine d'ouvrages, dont le métier de diplomate et diplomatie et politique étrangère à l'heure de la mondialisation. Dans son dernier livre, il précise que la médiation diplomatique est la recherche active d'un règlement négocié d'un conflit international par une tierce partie tout à fait impartiale. Dans cet ouvrage, son analyse colle avec l'évolution de la crise internationale à laquelle nous sommes confrontés. Nous sommes très heureux aujourd'hui, nous qui sommes rassemblés, pour vous entendre, Monsieur l'ambassadeur, sur ce thème qui, bien entendu, est aujourd'hui dans tous nos esprits. Je vous remercie. D'être des vôtres ici cet après-midi. Je devrais l'être plus régulièrement. Il suffit d'1h20 de train entre Bruxelles et Paris et je me fais fort désormais d'être plus régulier dans cette académie que je respecte beaucoup. Et vous me permettrez de saluer parmi tant d'excellents confrères et consoeurs Christian Lochon, parce que Christian Lochon m'a introduit au sein de cette académie et parce que, et je le dis avec une certaine émotion, Christian Lochon a été mon professeur d'histoire au lycée français de Téhéran. C'était il y a quand même quelques décennies. J'étais en classe de 6e et que mon professeur d'histoire soit ici cet après-midi pour m'écouter me ravit tout à fait. Alors, la médiation diplomatique est effectivement, on peut le dire en diplomatie, le sujet du jour. Le président américain actuel se veut en quelque sorte le médiateur en chef. Il se targue d'avoir réglé déjà au moins une dizaine de conflits, encore que si l'on regarde ce qui se passe pour le moment à l'est de la RDC, entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, on n'est pas tout à fait sûr que la médiation trumpienne ait réussi, pas plus que ni les Pakistanais ni les Indiens ne reconnaissent les qualités du président américain dans l'apaisement des tensions entre ces deux puissances nucléaires. Mais enfin, la médiation, c'est quand même bien le sujet du jour. J'y ai consacré un livre publié par l'Académie royale de Belgique et, si vous le voulez bien, donc je vais parcourir quelques-unes des idées principales de cet ouvrage et ensuite tenter de répondre à vos questions. Alors, vous me permettrez de commencer un peu scolairement par l'étymologie, parce que l'étymologie est intéressante dans la mesure où mediare, le terme latin, partager en deux, être à son milieu, a également donné médecine et médicaments. En chinois,
le terme signifie s'interposer entre deux parties en conflit et résoudre leurs problèmes, et il y a un idéogramme spécifique à ce sujet. Donc, manifestement, c'est un instrument ancien dans le règlement des conflits, et c'est un instrument qui n'a cessé de s'affiner. Alors, essayons de le définir, si vous le voulez bien, et pour ce faire, je vais passer à la première slide. La médiation comme mode de règlement diplomatique des différends, par lequel, de leur propre initiative, c'est très important, il n'y a pas de médiation possible si elle est forcée, si elle est imposée, elle doit nécessairement être volontaire. Donc, la médiation comme mode de règlement diplomatique des différends, par lequel, de leur propre initiative et avec l'accord des parties, ou à la demande de celles-ci, la médiation, elle est volontaire, bien sûr, un tiers, parfois plusieurs, un chef d'État, un État, un médiateur civil, j'en parlerai, une organisation internationale, bref, l'éventail des médiateurs est large. Donc, un État, un chef d'État, un organisme international, une personne privée s'entremettent entre les parties à un différend, à un conflit, afin de les amener à entamer ou à reprendre une négociation. Je crois que on a là la base, si vous voulez, de la définition. Alors, quelles sont les caractéristiques principales de la médiation ? Pardonnez-moi d'être encore un peu scolaire, mais il faut avoir ça précisément en tête avant de commencer à creuser. La première, évidemment, un processus volontaire. Lorsque les parties au conflit demandent l'aide de tiers, et donc on a le droit de rejeter ou d'accepter, évidemment, une offre de médiation ou un résultat de médiation. Deuxièmement, le résultat n'est pas contraignant, ce n'est pas un dispositif juridique. Oui, il y a dans le domaine du droit social, des instruments de médiation, mais je me cantonne, si vous voulez bien, ici à la diplomatie, et en l'occurrence ici, une médiation diplomatique n'est pas contraignante, et les tiers, le médiateur, n'a aucune autorité sur le respect par les parties du résultat de la médiation, et c'est ce qui fait sa difficulté, parce qu'évidemment, on peut obtenir un accord, et puis cet accord, au fond, il est temporaire, il peut être remis en question, et je viendrai tout à l'heure, est-ce qu'une médiation réussie n'est pas une médiation dont les résultats font l'objet d'un accompagnement des années durant par le médiateur? Mais peut-on demander au président américain aujourd'hui, ou à d'autres médiateurs attitrés ou non, de s'impliquer des années durant pour s'assurer effectivement qu'un conflit a été réglé? C'est toute la difficulté. Seul peut-être le Saint-Siège, dont je parlerai tout à l'heure, et qui a, si vous me permettez, l'éternité devant lui, peut effectivement faire œuvre d'une médiation dans le temps. Et je vous expliquerai, en prenant un cas spécifique de médiation du Saint-Siège, comment, dans un différend tout à fait spécifique entre le Chili et l'Argentine, au sujet du canal de Beagle, donc là tout près du détroit de Magellan, des années durant, le Saint-Siège a œuvré pour une médiation qui a porté ses fruits. Mais revenons, si vous le voulez bien, à des éléments de base. Et je vous ai donné des caractéristiques, je vous ai expliqué qu'il faut encore s'assurer que les parties qui ont demandé l'intervention d'un tiers soient convaincues qu'effectivement ce tiers peut leur apporter une solution. Et on voit combien c'est difficile pour le moment entre la Russie et l'Ukraine, parce que manifestement, une des deux parties, je n'ai pas besoin de la citer, n'est pas de nature à donner des garanties, effectivement, d'accepter les résultats d'une médiation, qu'elle émane des États-Unis, ou de l'Union européenne ou d'autres. Et donc c'est toute la difficulté, il faut une forme d'honnêteté dans la médiation sans laquelle elle ne peut réussir. Alors,
une observation qui a été faite, c'est que lorsqu'un conflit est de faible intensité ou à une faible portée, au fond, la médiation ne décolle pas. Parce que, voilà, les parties ne sont pas véritablement demanderesses d'une véritable médiation. Et si le conflit est d'une intensité violente, paroxystique, un peu comme on a pu le constater, on le constate entre l'Ukraine et la Russie, et une des deux parties en tout cas est convaincue que tout est affaire de rapport de force, eh bien la médiation là aussi n'est pas acceptée, ou la médiation est acceptée mais pour s'en détourner rapidement, comme une espèce de trompe-l'œil. Donc, il ne faut pas oublier que le médiateur ne peut intervenir qu'à partir du moment où les conditions de la médiation sont réunies. Et je voudrais faire appel ici, alors comme ce n'est pas un cours, parce que ce que je vous dis fait l'objet d'un cours universitaire, mais je vais quand même citer un auteur, parce que c'est un des meilleurs auteurs qui ait jamais écrit sur les questions de médiation diplomatique. C'est un Américain, il est décédé malheureusement cette année, il était professeur à Johns Hopkins à Washington, c'est William Zartman. Et William Zartman a développé deux concepts que l'on retrouve dans toute la littérature sur la médiation et qui me paraissent tout à fait intéressants. Le premier, c'est ce qui s'appelle l'impasse mutuellement invalidante. Alors c'est une traduction un peu empoulée de l'anglais, mais mutually hurting stalemate, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les parties en conflit s'aperçoivent qu'elles sont littéralement embourbées dans une situation dont elles ne parviennent pas à s'extraire. Ça a été le cas entre l'Irak et l'Iran, qui ont fait, vous en souvenez peut-être, qui ont été aux prises lors d'une guerre qui a duré 8 ans, qui a fait beaucoup de morts et dont le résultat en termes de conquête territoriale était à peu près égal à zéro. À un moment donné, on est donc dans une impasse mutuellement invalidante, on se tourne vers un tiers et c'est la première condition souvent pour déclencher véritablement la médiation. La deuxième, développée également par Zartman, en anglais ripeness, le mûrissement. Il faut qu'il y ait à un moment donné un processus de mûrissement qui n'est probablement pas encore arrivé entre l'Ukraine et la Russie, de mûrissement où l'on se dit mais on a plus à gagner d'entrer dans un processus de médiation qu'à perdre en quelque sorte. C'est-à-dire que on voit bien que le rapport de force finalement, et c'est un peu d'ailleurs la technique de Trump de faire miroiter au président russe, et je prends des exemples actuels pour illustrer mon propos, de dire au fond, voilà, nous allons vous réintégrer, vous Russie, dans l'architecture économique internationale, dans le G7, G8, nous allons lever les sanctions, nous allons coopérer avec vous dans l'exploitation des terres rares, autant d'éléments qui devraient vous inciter, vous, président russe, à considérer qu'au fond, il serait peut-être plus intéressant d'accepter un cessez-le-feu et une négociation de paix plutôt que de continuer à pilonner le territoire ukrainien. Voilà, un petit peu, pour dire les choses de manière rapide et schématique. L'idée d'un mûrissement, mais que l'on n'a pas encore constaté. Pas plus que, pour prendre un exemple plus ancien, entre la Chypre du Nord et la République chypriote, celle qui fait partie de l'Union européenne, le mûrissement qui devrait aboutir à un moment donné à un processus de réunification. Et, entre parenthèses, les constitutionnalistes belges ont été sollicités, parce que chez moi, en Belgique, on a une perception très aiguë du dialogue entre les communautés. Eh bien, n'ont pas abouti. Le mûrissement n'existe pas encore. Un jour pourtant, il faudra sans doute aboutir à une réunification de l'île. Donc voilà, ces deux concepts, je voulais les citer parce qu'ils me paraissaient intéressants. Il est vrai aussi, à contrario, que si une des deux parties s'aperçoit qu'elle est au bord de la défaite, elle est plutôt encline alors à accepter la médiation. Et je prends ici l'exemple j'étais moi-même au début de ma carrière en poste au Pakistan, tout à la fin de l'occupation soviétique de l'Afghanistan et de
la seule fois peut-être où l'armée rouge s'est retirée d'un territoire suite à la résistance héroïque des Moudjahidines, eh bien, à un moment donné, il fallait que l'armée rouge, c'est-à-dire en réalité les Russes et leurs séides et leurs affidés communistes locaux, négocient avec le Pakistan et grâce à l'entremise de l'ONU, le retrait du territoire afghan, parce que tout simplement la Russie n'était pas capable de l'emporter. Donc là, on est dans une situation, vous comprenez, délicate, parce que évidemment, pour une puissance comme la Russie, sensible à son image, c'est difficile d'accepter une défaite. Mais voilà, les hostilités étaient telles, l'effondrement, nous étions dans une Russie différente d'aujourd'hui, la décision a été prise par le leadership russe, on doit se retirer, le mécontentement de la société civile russe est à son extrême, cette guerre n'a pas de sens, il faut une médiation, et cette médiation est là, effectivement, été organisée par l'ONU et par Diego Cordovez, dont je vous parlerai tout à l'heure dans la galerie des médiateurs que je vous présenterai. Bien. Alors, je vais essayer d'avancer un peu sur les stratégies de médiation. Et là aussi, je vais encore une dernière fois citer Zartmann, parce que c'est vraiment un peu un auteur fétiche pour moi dans le domaine de la réflexion sur la médiation. Et il a, vous savez, les professeurs aiment bien, vous êtes tous plus ou moins impliqués dans l'enseignement, des catégories, n'est-ce pas? C'est plus facile à retenir. Et il y a trois, et il le propose, et j'ai repris ces catégories dans mon livre, il y a trois catégories de médiateurs. Le facilitateur, le formulateur et le manipulateur. Alors, le facilitateur, mais c'est celui qui se borne tout simplement à créer un cadre dans lequel les parties peuvent se retrouver et négocier entre elles. C'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment celui qui va formuler une solution de médiation. Il est là tout simplement pour, j'allais dire passer les plats, mais en tout cas créer un environnement propice. Et les accords d'Oslo, que vous connaissez tous évidemment, ont bénéficié de ce rôle que la diplomatie norvégienne a joué de facilitateur, sans que les diplomates norvégiens formulent la moindre solution. C'était laissé aux parties en présence. Le formulateur, c'est celui qui vient véritablement avec un projet. Alors, est-ce que M. Witkoff, aujourd'hui, est un formulateur? Je vous laisse le soin d'y répondre vous-même, mais en tous les cas, est-ce que le plan en 28 points était une formulation telle que l'entend Zartmann? En tout cas, c'est quelqu'un qui vient avec un projet de médiation, qui est formulé de manière assez précise et qui est censé convaincre les parties en présence. Alors, je vous donne un exemple, puisque je vous parlais de Chypre il y a un instant. Eh bien, le représentant du secrétaire général de l'ONU à Chypre, qui est un diplomate péruvien d'ailleurs, a rédigé ce qu'on appelle le plan Annan. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais le plan Annan, en 2003, prévoyait précisément la réunification de l'île et un référendum qui, malheureusement, comme vous le savez peut-être, le référendum en question s'est traduit par un vote négatif des Chypriotes grecs, et donc le rejet du plan, et il en était fini de la médiation onusienne. Elle n'a plus redémarré. Mais c'était un peu ça l'idée, n'est-ce pas? Les formulateurs au sujet de la situation qui vient, semble-t-il, de se régler du Sahara occidental ont été nombreux. Nombreux ont été les envoyés spéciaux du secrétaire général de l'ONU qui s'acharnaient à trouver une solution acceptable tant par les Sahraouis que par les Marocains au sujet du Sahara occidental. Il semble, pour le moment, en tout cas, qu'on s'achemine effectivement vers une solution, mais c'est compliqué. Enfin, il y a le manipulateur. Et, chers amis, quand je dis manipulateur, je pense à un diplomate de très grand format, un Américain, une espèce d'impérateur de la diplomatie que j'ai croisé une ou deux fois, qui est Richard Holbrooke, que d'aucuns connaissent peut-être mieux que moi encore, et je reviendrai sur la manière dont il a organisé
réussi une médiation entre les différentes parties prenantes au conflit de la Bosnie, à un moment où les Européens, malheureusement, étaient incapables de pacifier la situation. Holbrooke, avec les fameux accords de Dayton, devenus accords de Paris, a fait preuve d'une manipulation extrême à travers un instrument qu'en diplomatie on appelle, et qu'on cite souvent en anglais d'ailleurs, les proximity talks, sur lequel je vous reviendrai, car la médiation n'est pas toujours quelque chose de doux et une pure écoute des doléances des uns et des autres. Elle peut aussi, dans certains cas, et je vous donnerai l'exemple tout à l'heure de Holbrooke avec les Bosniaques, se muer en un instrument de pression. Holbrooke, pour le coup, c'était non seulement, pour dire les choses simplement, la carotte, mais le bâton, et quel bâton. Donc, voilà une typologie que je vous propose, vous pouvez en avoir d'autres, pour essayer de comprendre comment fonctionne la médiation. Alors, je n'entrerai pas dans les différentes modalités pour le moment, et je vais passer au slide suivant, qui, bon, ben, voilà, je l'ai schématisé de cette manière-là. Ce que je veux dire ici, c'est que je vous ai parlé d'une typologie, je vous ai parlé de certains attributs nécessaires. Je voudrais dire un mot ou revenir sur la notion d'impartialité. Parce que c'est la première chose qui vous vient à l'esprit. Le médiateur doit, par définition, et pour être accepté par les parties en présence, être impartial et donner des gages d'impartialité. C'est un grand débat. C'est un grand débat parce que s'il est vrai que la médiation paraît conditionnée par l'impartialité du médiateur, on a pu aussi expliquer que dans certains cas, le fait que le médiateur soit proche d'une partie plutôt que l'autre peut être bénéfique à la médiation, dans la mesure où il peut exercer sur cette partie une pression que d'aucuns ne pourraient exercer. Et on le voit un petit peu dans notamment la médiation américaine sur Gaza, où, vous en conviendrez comme moi, s'il n'y avait pas eu la pression américaine, probablement que le conflit aurait perduré. Et seuls les Américains étaient véritablement capables, médiateurs et partis à la fois, d'exercer une forte pression sur Israël. Bien, donc, alors vous me direz, ils ne sont plus tout à fait impartiaux. Non, parce que le soutien des États-Unis à Israël est évident. Ils ont choisi ce camp-là, mais par ailleurs, pour des intérêts, pour des raisons qui lui sont propres, le président américain veut à terme une stabilisation de la région du Golfe Persique et donc, pour ce faire, un rapprochement entre les États arabes du Golfe et Israël qui passe par une solution progressive du dilemme palestinien. Donc voilà, l'impartialité donc n'est pas toujours de mise. Bien sûr, vous me direz, si l'on veut persuader, il vaut mieux être impartial, non? Oui, sans doute. Mais il y a impartial et impartial. Et parfois on mélange ou on confond impartialité et neutralité. Il faut faire attention. L'impartialité, on se réfère à une opinion impartiale ou à l'absence de préférence en faveur d'une ou plusieurs parties au conflit, tandis que la neutralité fait allusion à la relation entre le médiateur et les parties au conflit. On peut dire de ce point de vue-là que le président américain n'est pas neutre, mais qu'il a fait preuve d'une certaine forme d'impartialité, encore que très discutable, dans l'affaire de Gaza. Impartialité beaucoup plus discutable, en revanche, concernant la situation en Ukraine. Donc, la partialité du médiateur n'est pas nécessairement un handicap. Premièrement, du point de vue des parties en conflit, un médiateur partial peut être une option intéressante
à condition que le médiateur ait des liens particuliers avec le régime en place, la population, les gouvernants, et quelle que soit la partialité qui en résulte, elle est compensée par la plus grande capacité du médiateur à influencer une des parties au conflit. C'est ce que j'ai essayé de vous démontrer. Je voudrais aussi vous parler d'un autre instrument qu'on appelle l'effet de levier. L'effet de levier, qui est un des éléments les plus insaisissables de la médiation. L'importance de l'effet de levier est pourtant avérée. C'est la capacité du médiateur à exercer une pression sur l'un ou l'autre l'une ou l'autre des parties en conflit. Une espèce de pouvoir d'influence, c'est ça le levier, leverage en anglais. Et on fait évidemment la distinction entre les bâtons, c'est-à-dire les sanctions négatives que l'on peut imposer à une des parties récalcitrantes, et on pourrait penser que dans le cas de Gaza, l'effet de levier américain aurait été la suspension provisoire des transferts d'armement américains à Israël. C'est un effet de levier. Et les carottes qui sont des incitants. Entre les aspects matériels, tels la possibilité de fournir ou de refuser des services économiques, la reconstruction de l'Ukraine est typiquement un effet de levier positif. Les pressions morales ou psychologiques. C'est Jimmy Carter qui disait « Oh, mais attention, il ne faut pas acheter la paix. La paix, ça ne s'achète pas. » Oui, mais ça, ce sont des paroles, n'est-ce pas? Lorsqu'il a tenté, et avec succès d'ailleurs, la médiation entre Israël et l'Égypte lors des négociations de Camp David, il a quand même offert 3 milliards de dollars à Israël. On a beau dire la paix ne s'achète pas, 3 milliards de dollars, des prêts à des conditions préférentielles. Et pourquoi? Pour permettre à Israël de construire des aéroports dans le Negev afin de compenser la perte du Sinaï. Donc c'est un effet de levier auquel les Israéliens évidemment étaient sensibles. En 1980-81, donc l'année suivante, l'année suivant la signature du traité de paix entre l'Égypte et Israël, l'Égypte a été le premier bénéficiaire de l'aide publique au développement des États-Unis. Et donc on a dit, mais quelque part, il a acheté la posture favorable que l'Égypte a adoptée dans cette négociation. Il l'a obtenue grâce à de l'argent. Et c'est vrai, cet élément-là, il ne faut pas le nier, il a son importance. Mais quelle que soit la source de l'influence du médiateur par rapport aux parties, elle sera également accrue dans la mesure où elle est alliée à celle d'autres États où la médiation devient une médiation plurielle. Par exemple, les Américains se sont impliqués dans une négociation entre l'Angola et la Namibie en 1988, mais c'est parce qu'ils avaient reçu justement l'appui pour cette médiation-là d'autres puissances qui avaient des liens beaucoup plus anciens avec le continent africain, comme la Grande-Bretagne ou le Portugal ou les États africains de la ligne de front. Bien. Alors, pour conclure, parce qu'il y a toute une littérature sur l'effet de levier en médiation, les auteurs ne sont pas toujours d'accord les uns avec les autres, mais la promesse d'une compensation en échange de concessions faites par le médiateur est quelque chose de tangible et parfois d'incontrôlable. C'est ça le risque, bien évidemment. Parce qu'à un moment donné, le médiateur peut être pris à son jeu et faire des promesses qui en réalité viennent bien au-delà du raisonnable et contribuent à déséquilibrer la relation entre les parties. Alors évidemment, on se pose la question, mais comment assurer la viabilité d'une médiation? Il faut donner du temps au temps, n'est-ce pas? Une médiation trop rapide, et c'est probablement le reproche que l'on pourrait faire aujourd'hui au président américain, une médiation trop rapide a un effet d'optique. Il y a de très belles photos que l'on prend, comme ces derniers jours à la Maison-Blanche, le président américain entouré
du président congolais et du président rwandais, mais en réalité, sur le terrain, ça a été tellement vite, ça n'a pas été accompagné de mesures structurelles, et la guerre continue. Et donc, finalement, la crédibilité du médiateur est sérieusement entamée. Alors, il existe évidemment de nombreux exemples qui montrent aussi que il ne suffit pas de se donner du temps. Il faut aussi faire œuvre de médiation dans un contexte intérieur qui soit porteur. Comment voulez-vous? À un moment donné, il y a eu, vous savez, la Suisse traditionnellement est une puissance médiatrice, mais il y a eu un moment où il y a eu une affaire en Suisse, un référendum sur l'interdiction des minarets, je ne sais pas si vous en souvenez, qui a en réalité eu un impact négatif sur la diplomatie suisse, parce que quelque part, les pays arabes ont dit, mais non, en réalité, vous n'êtes pas du tout d'où vous prétendez neutre, etc., mais en réalité, vous travaillez dans un environnement qui est hostile à l'islam. C'est exagéré, c'est faux. Mais vous voyez combien l'environnement peut parfois contribuer à fausser complètement une médiation. Et de la même manière, se pose aussi la question du statut du médiateur. Il arrive que la haine et l'hostilité entre les parties est telle que le médiateur est obligé de faire littéralement la navette entre les parties sans que cette dernière accepte à un quelconque moment de se rencontrer. Je pense notamment à la crise des otages américains à Téhéran en 1980. C'est la médiation algérienne. Je salue en passant l'Algérie, qui est une terre qui fournit des diplomates de très haut niveau. Et les Iraniens, évidemment, les Iraniens à l'époque de Khomeini, mais c'est toujours vrai aujourd'hui, refusaient de parler aux Américains. Et donc, on a fait preuve de beaucoup de créativité dans la résolution de cette triste affaire qui opposait les États-Unis à l'Iran, puisqu'en réalité, il y a l'accord qui a abouti à la libération des otages américains est un double accord. C'est-à-dire que les Iraniens ont dit on ne signe pas avec les Américains. Alors qu'est-ce qu'on fait? On signe avec l'Algérie. Mais on signe avec l'Algérie un document qui est exactement identique au document que les Américains ont signé avec l'Algérie. Et donc on a deux documents au lieu d'un. Quelque part, on sauve la face. Il n'y a pas d'accord américano-iranien sur la libération des otages, et pourtant la question a été réglée. Donc c'est vous dire jusqu'où va la difficulté pour le médiateur de trouver une solution, alors même que les parties ne se parlent pas. Il y a parfois des situations tout à fait étonnantes. L'affaire du Biafra, ça remonte déjà à quelques décennies, mais il y a eu cette commission de l'Union africaine pour essayer de mettre en place un règlement du conflit entre le Biafra et le Nigeria. Et il y a eu un problème lié à des personnes, c'est-à-dire que la commission en question était présidée par le Négus, par l'empereur Haïlé Sélassié. Et du côté du Biafra et du Nigeria, il y avait des chefs de délégation qui n'étaient pas, évidemment, du niveau du Négus. Et donc, la médiation a chopé. Il a fallu, vous me direz, on est de nouveau dans l'effet d'optique, mais quand même, il a fallu que le président du Nigeria de l'époque, Yakubu Gowon, et son homologue Ojukwu du Biafra s'impliquent, soient présents pour que la médiation soit rétablie à un niveau, c'est une question de perception, à un niveau suffisant que pour aboutir. Bien. Oui, là, mon slide est en anglais, vous me pardonnerez, mais voilà, il m'arrive de faire des conférences en anglais aussi. Alors, je ne voudrais pas trop m'appesantir sur le processus de médiation lui-même. D'ailleurs, je vais peut-être passer au slide suivant directement sur les qualités du médiateur. J'en ai parlé, donc je ne vais pas revenir. Alors, le succès ou l'échec de la médiation, j'y ai déjà fait allusion. Le contexte international, on voit bien que si une des parties en présence ne croit qu'au rapport de force, la médiation ne peut pas commencer. Si une des parties n'est pas convaincue,
À un moment donné, il y a eu une médiation américaine d'ailleurs pour mettre fin à l'état de guerre entre le Liban et Israël. Ça remonte aux années 80. Sauf que ça a échoué très rapidement parce que du côté libanais, il y a un parti de ruse qui sont allés voir les Syriens, que les Syriens ont fait capoter les accords et que les hostilités ont repris. Donc, tout simplement, la médiation n'avait pas été suffisante et n'avait pas accompagné le processus tout au long. Le président Gemayel se rend à Damas en février 1984 et annule l'accord du 17 mai, c'est à cet accord-là que je fais référence, la même année. La crédibilité du gouvernement libanais est sapée par une interférence extérieure qui, malheureusement, et ça n'a fait que se répéter, laisse le Liban aussi divisé qu'avant l'invasion israélienne de 1982. Donc le rôle du médiateur en tant que go-between, mais voilà, ce n'est pas un conciliateur. Vous savez qu'il existe des commissions de conciliation, c'était très à la mode dans l'entre-deux-guerres notamment. Ce n'est pas un arbitre, c'est, je vous l'ai expliqué, quelqu'un qui, avec l'accord des parties, tente de formuler une proposition qui doit être acceptée et acceptable pour sortir de la crise ou du conflit. Le rôle donc de la tierce partie, du médiateur, dépend d'une série de facteurs. Je vous en ai énuméré quelques-uns, l'influence, l'habileté diplomatique, la position près des parties. Une tierce partie peut ne pas avoir d'influence sur les rivaux et constater que de toute façon, elle n'a plus un grand rôle à jouer. Les parties peuvent très bien se passer du médiateur. On a le sentiment, d'ailleurs, qu'entre l'Inde et le Pakistan, au fond, la médiation américaine n'est pas nécessaire. Les deux pays voisins, j'étais en poste au Pakistan, sont capables d'avoir un dialogue direct. La médiation, du coup, on se demande si la médiation, telle qu'elle est voulue par le président américain, n'est pas une manière de valoriser l'image qu'un chef de gouvernement, un chef d'État veut se donner. Mais parfois, le président Sarkozy a fait œuvre de médiation en Géorgie en 2007, je crois, ou 2008, je ne sais plus, avec succès, puisqu'effectivement, il a été entendu à ce moment-là, et l'armée russe n'a pas été jusqu'à Tbilissi, tout en annexant quand même l'Abkhazie et l'Ossétie. Et bon, à travers le président Sarkozy, je rends hommage ici à un ami, l'ambassadeur Éric Fournier, qui était ambassadeur à Tbilissi et qui a fait un travail remarquable. Mais c'était parce que l'environnement le permettait et parce qu'au fond, la France président de l'Union européenne, c'était un élément qui contribuait aussi à donner davantage de poids à la diplomatie française. Mais donc, il faut un concours de circonstances véritablement pour que cela puisse véritablement donner des résultats. Alors, je vais peut-être... oui, j'avais de manière un peu académique distingué les différentes formules de médiation. La médiation officielle, j'en ai suffisamment parlé, c'est celle qui est menée par les gouvernements, par les États, par les grandes puissances, mais aussi par des petites et moyennes puissances. Le Qatar n'est pas une grande puissance en soi, le sultanat d'Oman non plus, mais il a fait un travail de médiation tout à fait intéressant qui correspond bien au soft power qatari ou omanais. Entre parenthèses, la Belgique est très reconnaissante au sultanat d'Oman d'avoir été médiateur dans une crise épouvantable qui nous a occupé pendant 1 an suite à cette diplomatie des otages dont le régime iranien use et abuse et qui avait retenu un de nos compatriotes. Nous n'avions pas d'accès véritablement au leadership iranien et c'est Oman qui a œuvré à nos côtés pour finalement aboutir à la libération de notre compatriote en échange de la libération d'un pseudo-diplomate iranien en prison en Belgique. Enfin, je ferme la parenthèse. Mais donc, on voit combien des petites puissances peuvent tirer profit quelque part aussi, hormis en dehors de l'Autriche et de la Suisse, qui ont véritablement une tradition de médiation.
peuvent tirer profit de ce genre de choses. Je n'ai pas le temps de m'appesantir sur le track 2. Pardonnez, j'utilise beaucoup de termes anglais, mais voilà, la diplomatie c'est aussi est infestée d'anglicisme. Le track 2, c'est au fond la diplomatie informelle, c'est la diplomatie non étatique, et elle donne des résultats. Dois-je vous rappeler que Sant'Egidio, par exemple, a œuvré, pour reprendre encore le continent africain, de façon très constructive à une médiation au Mozambique qui a abouti à la fin d'un conflit qui a déchiré ce pays depuis une quinzaine d'années. Enfin, vous connaissez Sant'Egidio. Là, on a même raffiné la notion de track 2 en parlant de track 1.5, en parlant de Jimmy Carter, qui n'était plus vraiment président des États-Unis, tout en ayant quand même encore certaines de ses prérogatives, et qui a fait une œuvre de médiation intéressante entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Donc voilà, des personnalités, des institutions qui ne sont pas formellement représentatives d'un gouvernement et qui font un travail très intéressant. Et bien sûr, la médiation multipartite, c'est-à-dire celle de l'ONU, c'est à elle que je fais allusion, et avec cette idée qui avait été développée par Boutros Boutros-Ghali, que l'on connaît bien ici dans cette académie, à savoir qu'il parlait d'une médiation multipartite séquentielle, c'est-à-dire l'idée que les conflits ont des cycles de vie, n'est-ce pas ? Avec des niveaux de violence qui augmentent puis diminuent, et que certains types de médiateurs sont plus appropriés à un stade de ce cycle qu'à un autre. Donc un seul médiateur est actif dans le conflit à un moment donné, mais un peu comme dans une course de relais. Très intéressant, et ça c'est la vision de Boutros Boutros-Ghali. Il va passer le relais à une autre personne jugée plus apte à un moment donné à entamer la nouvelle étape qui est considérée comme imminente. Et on a vu que ça a donné des résultats à Haïti qui aurait bien besoin de nouveau sans doute de médiation, mais bon, au début des années 90, Haïti, il y a eu d'abord l'Organisation des États américains qui s'est impliquée, puis ils ont constaté que ça n'allait plus, ils ont passé le relais à l'ONU, et enfin aux États-Unis. Et donc vous avez eu 3 médiateurs qui se sont suivis de manière séquentielle et qui ont finalement, à ce moment-là, stabilisé la situation. Alors, j'ai écrit quelques pages sur le médiateur idéal. Bon, c'est toujours dangereux, n'est-ce pas, de faire un portrait type, on peut se tromper, mais je pense quand même qu'il y a quelques éléments qu'on pourrait définir. Je vous ai parlé de l'impartialité, je vous ai parlé de la capacité de médiateur à recueillir les confidences, et dans le terme confidence, vous avez confiance, n'est-ce pas, des uns et des autres, d'avoir l'oreille, de ne pas seulement la bouche ou la parole, mais l'oreille aussi, pour entendre les doléances des parties. La capacité de convaincre les parties que le compromis que lui, le médiateur, va offrir, va leur bénéficier presque d'une manière égale. Et il faut aussi que les parties, évidemment, acceptent. Il faut que la tierce partie, le médiateur, qui a des liens avec un des protagonistes, beaucoup plus qu'avec un autre, c'est arrivé, ça arrive, vous le savez, je ne dois pas vous donner les exemples, mais il faut qu'il ait quand même cette capacité de s'éloigner à un moment donné de son interlocuteur privilégié, comme on dit, et de faire intervenir d'autres éléments. On le voit par exemple, toute la stratégie américaine pour le moment, c'est de dire, mais écoutez, nous ne sommes pas complètement alignés sur Israël, en réalité, nous avons aussi des amis très proches parmi les États du Golfe, et quelque part, en les impliquant, eux aussi, eh bien, nous avons l'oreille tant de Mohammed bin Salman que de Netanyahou. C'est un peu le message, je sais que tout ça est un peu en trompe-l'œil, mais enfin, c'est ça l'idée, c'est construire une crédibilité qui soit acceptée tant d'un côté que de l'autre. Parfois, évidemment, par des moyens financiers. Alors, comme on me demande de ne pas trop m'appesantir sur mon exposé, j'avais des cas emblématiques, mais en réalité, je voulais vous parler de la médiation du Saint-Siège, j'y ai déjà brièvement fait allusion. Bon, il est vrai que la perception que le Saint-Siège a de son rôle
dans le monde est tout à fait particulière, puisqu'il ne s'agit évidemment pas d'une perception liée à je ne sais quel principe de réel politique ou d'ambition impériale ou que sais-je. Elle est davantage orientée vers les droits humains, vers le salut des individus, etc. Et donc, elle donne en quelque sorte, outre la capacité remarquable des nonces apostoliques à travailler, on sait que l'Académie pontificale a été créée en 1701 et fournit probablement parmi les plus distingués des diplomates de ce monde. Et donc, effectivement, cette capacité de proposer des solutions qui soient acceptables par le plus grand nombre. Je vous ai cité l'affaire du canal de Beagle, je n'ai pas le temps de m'appesantir. Je peux vous citer aussi, c'est plus récent, la médiation du Saint-Siège entre les États-Unis et Cuba, qui a abouti, hélas maintenant ce n'est plus le cas, mais qui a abouti à un rapprochement, au rétablissement des relations diplomatiques entre ces deux pays en 2015, à l'époque d'Obama. Malheureusement, c'est gelé maintenant par Trump, mais c'est quand même une médiation qui a été réussie, qui a bénéficié du lien que le pape François avait évidemment le monde latino-américain, mais aussi un cardinal, un nonce apostolique en place à La Havane qui avait manifestement les oreilles du régime, etc. Donc, une médiation réussie. Qui eût cru, compte tenu de la crise des missiles de Cuba et de tout ce qui a suivi, que ces deux pays puissent à un moment donné se rapprocher. Bien, mais je ne vais pas développer davantage sur la médiation de la Suisse, qui vous est bien connue. Je termine par une galerie des médiateurs. Alors voilà, c'est tout à fait subjectif, bien sûr, mais je voulais rendre hommage en terminant à trois médiateurs. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de Diego Cordovés, qui est équatorien, qui a été notamment ambassadeur de son pays à l'ONU, mais qui a fait un travail tout à fait remarquable, j'y ai fait toute allusion au début de mon exposé, entre Russes, Pakistanais et Afghans pour la résolution du conflit russo-afghan et le départ de l'armée rouge, ce qui n'était quand même pas évident. Et c'était très compliqué parce qu'il avait affaire à des gens qui refusaient de se parler. Et donc, il a dû développer cette diplomatie de la navette avec toutes sortes de codes plus ou moins implicites pour que les délégations qui étaient dans différentes pièces au siège des Nations Unies à Genève ne se croisent pas, même dans les toilettes, et il fallait absolument que seul le médiateur puisse servir de point de contact. Et croyez-moi, ça a demandé beaucoup de créativité de la part de Diego Cordovés, qui a intelligemment abordé le problème en traitant d'abord séparément avec les différentes parties, puis il a progressivement rapproché les adversaires, d'abord littéralement, puis diplomatiquement, en plaçant leurs représentants dans des salles séparées mais proches au Palais des Nations à Genève et en faisant des allers-retours. La diplomatie de la navette, n'est-ce pas, qui est d'une certaine manière encore pratiquée de nos jours, avec Witkoff par exemple, avec un succès que l'on peut discuter, mais les allers-retours entre l'Afghanistan, le Pakistan, l'URSS et les États-Unis, et d'ailleurs, amusant, Cordovés ne prenait jamais de notes pour parler, parce qu'il voulait, disait-il, que personne ne puisse le coincer. J'ai souligné combien la diplomatie algérienne est créative, et donc je voudrais rendre hommage ici à Lakhdar Brahimi, que vous connaissez certainement, qui a eu... qui a une carrière impressionnante dans le multilatéral, très jeune diplomate après l'indépendance de son pays, et qui a notamment fait œuvre de médiation toujours dans le cadre de l'Afghanistan, à la conférence interafghane de Bonn, lorsqu'il a fallu établir un gouvernement qui succède au gouvernement communiste de Kaboul. Lakhdar Brahimi, qui a également œuvré à travers son rapport Brahimi sur
qui a fait une évaluation, c'est pas de la médiation ça, mais c'est très important quand même, les lacunes des missions de maintien de la paix, notamment suite aux atrocités commises au Rwanda et en Bosnie. Le même Lakhdar Brahimi qui a tenté et qui a eu beaucoup de mal là pour le coup, et finalement il a échoué, à trouver une solution pour que le gouvernement de Bachar el-Assad et l'opposition syrienne en 2014 puissent se parler dans la conférence, dite conférence de Genève. Il avait même insisté pour que l'Iran soit présent. Et puis, le diplomate algérien était fatigué des atermoiements des protagonistes de la crise syrienne et il a jeté l'éponge. Il arrive que les médiateurs se fatiguent. Mais on reconnaît à Lakhdar Brahimi une capacité d'écoute exceptionnelle, de pragmatisme, mêlée, comme souvent chez les diplomates algériens, à un réel franc-parler. Et Ghassam Salamé, que vous connaissez, le politologue libanais, qui le connaît bien, dit de lui que c'est un diplomate qui appartient à une école de la réserve et à une génération qui ne met pas en avant ses observations toutes les 5 minutes. Et enfin, je termine avec Richard Holbrooke, sans doute à mes yeux l'un des plus grands diplomates de sa génération, ancien ambassadeur des États-Unis à l'ONU, potentiel candidat au poste de secrétaire d'État, et qui a passé toute sa vie professionnelle à essayer de trouver un équilibre entre la force et le droit dans la conduite des affaires de l'État américain. Et comme le racontait mon ami l'ambassadeur Pierre Buller, qui a eu la chance de participer aux négociations de Dayton dans l'Ohio, le génie de Holbrooke, c'était de manier, comme personne sans doute ne l'a fait aussi bien avant lui, la carotte et le bâton, c'est-à-dire d'amener tout ce beau monde qui se refusait de se parler, les Bosniaques, les Croates, les Serbes de Bosnie, dans ce trou perdu de la base aérienne de Dayton, de leur dire vous avez 15 jours pour arriver à une solution, et de faire la navette, c'est-à-dire de monter ou de descendre un étage, puisqu'ils étaient tous dans le même bâtiment, pour trouver une solution, et de leur faire entendre le vrombissement des appareils de l'US Air Force en leur disant « mais si dans 15 jours il n'y a pas de solution, on bombarde la Bosnie ». Eh bien, il y a une solution, et pour faire plaisir à la France, comme vous le savez, les accords de Dayton sont devenus les accords de Paris. Mais c'est une belle réalisation d'un diplomate qui savait que l'usage de la force pouvait, dans certains cas, être combiné à la diplomatie. Alors, le temps est venu, et j'ai peut-être été d'ailleurs un peu trop long, de conclure. La médiation est un processus intéressant. Plus rapide, moins coûteux, non contraignant, volontaire, consensuel et non contradictoire pour parvenir à un accord mutuellement acceptable. Ça ne devrait pas être considéré comme une option, la médiation, mais en fait comme une nécessité. Et je plaiderai, moi qui suis impliqué dans la formation des jeunes diplomates belges, je plaide pour qu'il y ait une formation à la médiation qui soit donnée en début de carrière. Car pour des Européens en particulier, compte tenu des rapports de force internationaux, la médiation est sans doute un des instruments les plus intéressants. La nature volontaire du processus signifie également que les participants peuvent s'engager dans la médiation sans craindre, et c'est ça qui est bien, vous n'obligez nullement, sans craindre, sans d'être contraint d'accepter des conditions défavorables. Ce n'est pas le médiateur qui crée les conditions d'une médiation, mais c'est quand les conditions sont réunies, que ce soit la lassitude de la guerre, la défaite d'une des parties, des changements internes, que le médiateur peut intervenir. Et probablement que ce moment n'est pas encore venu entre la Russie et l'Ukraine. Alors, d'une certaine mesure, la médiation est encore méconnue aujourd'hui. Les gouvernements, je l'ai dit, devraient sans doute y être plus réceptifs. Ils devraient investir davantage, surtout non-gouvernements européens, dans des mécanismes de résolution des conflits afin d'améliorer leur portée et leur étendue. La médiation peut échouer,
il y a des lacunes, évidemment, mais elle me paraît quand même ouvrir des chemins prometteurs. Sachons la cultiver, la développer, l'apprécier, parce que tant que les hommes se parlent, ils ne se font pas la guerre. Je vous remercie. Le temps est venu de débattre avec vous, de vous poser des questions, de recueillir des réactions très nombreuses, d'évoquer un certain nombre de problèmes. Je me permets d'avancer 4 pistes, mais il y en a sûrement beaucoup d'autres. D'abord, la question de l'importance des procédures de conciliation. Pourquoi va-t-on vers l'arbitrage? Pourquoi va-t-on vers la médiation? Une deuxième question qui me paraît essentielle, c'est le rapport entre médiation et droit international. Une troisième question, vous l'avez évoqué, mais je pense qu'il y aurait sûrement encore à débattre sur ce point. Peut-on en fait dresser une typologie, non pas les qualités, mais une typologie des médiateurs? Et puis enfin, une autre question qui me paraît essentielle, vous l'avez évoqué à la fin, c'est le rapport entre les médiateurs et les diplomates. Faut-il nécessairement être un diplomate pour être médiateur, ou peut-on concevoir que d'autres groupes soient en bonne position pour les médiations? Voilà. Maintenant, je passe la parole à la salle pour recueillir des questions, des observations, des remarques. Qui souhaite intervenir? Je vous en prie. Oui, monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'il y a des exemples de réussite de médiation où tous les gens intéressés n'étaient pas présents? Je pense à la RDC et au M23. Merci de vous présenter lorsque vous posez la question pour notre conférencier. Oui, des exemples de médiation où toutes les parties concernées ne sont pas présentes, si j'ai bien compris la question. Sans doute, oui, il doit y en avoir, mais à un moment donné, c'est une médiation bancale dans ce cas-là, ou alors c'est une médiation que l'on impose à une des parties parce que, voilà, on estime que son accord est implicite. Je crois que c'est dangereux. Et votre question m'amène en fait à un point que je n'ai peut-être pas développé dans ma présentation, à savoir qu'une médiation réussie est une médiation qui est fondée sur de la connaissance du contexte international et national des États parties, des États impliqués dans la médiation. L'échec d'une médiation est souvent justement attribué au fait que le médiateur ne connaissait pas suffisamment les habitudes, les réflexes, le contexte national, local des parties en présence. Maintenant, il faudra que je fasse une recherche spécifique pour vous donner un exemple de médiation dont une des parties était absente. Je n'ai peut-être pas encore vraiment étudié le sujet, mais voilà, moi je crois que ce type-là de médiation est fragile. Une seconde question, remarque, intervention. Madame de Vienne. Oui, merci. Je trouve que j'avais un petit peu suivi 2 cas. Le premier était celui d'Aceh, rébellion qui durait à la pointe nord de Sumatra depuis la fin des années 50, et où, grâce à la médiation du président Harry Ahtisaari finlandais, on est arrivé finalement, grâce aussi à l'intervention divine, c'est-à-dire le tsunami de décembre 2004 qui a fait plus de 200 000 morts et qui a créé les conditions favorables à une médiation,
parce qu'il y a aussi la tragédie non voulue par les acteurs militaires comme facteur favorable, on est arrivé finalement à un accord dont je dirais pour moi le point emblématique a été l'arrivée du dirigeant politique Hassan Ditiro du Front de libération de GAM, Gerakan Aceh Merdeka, mouvement pour un Aceh libre, son retour en Indonésie et son accueil de manière spectaculaire, parce qu'il y avait quasiment toute la population adulte pour l'accueillir. Donc pour moi, ça relève un certain nombre de points que vous avez dit, et là-dessus, compte tenu de la personnalité du président finlandais et du fait qu'il était à côté de la direction politique du mouvement Aceh qui était basé à Stockholm, moi j'avais été l'occasion de les voir à titre de curiosité plusieurs fois à Stockholm, et puis de rencontrer de manière tout à fait clandestine certains des acteurs militaires de la guérilla achéaise à Kuala Lumpur, où je les avais reçus à l'hôtel Marriott peu de temps après les attentats du Marriott pour deux raisons, à Jakarta, mais moi je m'étais mis au Marriott de l'autre côté en disant, un, ça sera surveillé, et deux, c'est le dernier endroit où on ira chercher mes interlocuteurs. Donc dans ce contexte-là, j'ai trouvé que c'était un mécanisme tout à fait intéressant et extrêmement complexe par ailleurs, avec du côté indonésien, notamment quelqu'un qui était comme Yusuf Kalla, et on peut rappeler que le président indonésien actuel, à son titre de général, avait été un des acteurs des forces indonésiennes sur le terrain. Est-ce que vous avez eu d'autres, des échos connexes du fait de votre poids diplomatique sur ces affaires-là, cette affaire-là? Et un autre exemple, je voudrais soulever aussi après. Non, j'avoue que merci de cette remarque. Je connais mal cette médiation, donc je vous écoute avec intérêt, mais non, je n'ai pas... Ça a été complexe, mais on Oui. est arrivé avec un accord, et un accord rendu d'autant plus difficile que le mouvement était loin d'être unitaire, mais finalement ça s'est réglé, et de manière très progressive après, la situation a fini par se stabiliser sur le terrain. Et puis une autre chose que je voudrais rappeler, c'est la médiation libyenne sur l'affaire des otages, dans laquelle nous avions des otages français, dont une franco-libanaise, en 2000, où était intervenu, y compris financièrement, le négociateur avait été l'ancien ambassadeur de Libye à Manille, et était intervenu financièrement, notamment pour racheter les otages, le fameux Saif al-Islam, fils de Kadhafi. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres éléments sur cette affaire? Pas plus, non. D'autant que je ne sais pas si toute la lumière a été faite sur... Très bien. Non, merci de ces compléments d'information. Vous voyez combien la médiation est universelle, vraiment très appréciée. Qui souhaite intervenir? Général Lamballe. Comme vous le savez, un grave différend existe entre le Pakistan, que vous connaissez bien, et l'Inde, en ce qui concerne le traité de l'Indus. Oui. L'Inde a suspendu sa participation au traité. Pensez-vous que la Banque mondiale, qui a présidé justement à la conclusion de ce traité en 1960, puisse jouer un rôle de médiateur dans ce domaine? Alors, merci. Votre question, je voudrais l'associer à une réflexion que j'ai d'ailleurs développée aussi dans un autre livre, à savoir que il y a deux manières d'approcher une question internationale, le règlement bilatéral ou le règlement dans le cadre d'une enceinte multilatérale. Et je suis étonné que, par exemple, sur la question du Cachemire, qui a fait l'objet, enfin, qui a été à la source de 3 conflits, je crois, entre ces deux pays, depuis l'indépendance de l'Inde et du Pakistan, on ne parvient pas à convaincre les Indiens que cette question cachemiri, ou même celle de l'Indus, ne peut être réglée que dans un cadre multilatéral. Et on ne parvient pas à convaincre les Pakistanais qu'il y a une difficulté réelle de la part de l'Inde à négocier dans le cadre onusien un problème de voisinage, au fond, un problème territorial, qu'il soit lié à l'Indus, qu'il soit lié à la souveraineté indienne sur une partie du Cachemire.
Nous sommes en 2025, ces questions ne sont pas réglées. La médiation onusienne, ça fait quand même quelques décennies, non se heurte à un problème de méthodologie, au fond. Et alors, je serais intéressé de savoir, en général, si vous avez l'esquisse d'une solution qui permettrait de sortir de ce dilemme. Qui veut intervenir? Vous voulez répondre, non? Je crois qu'il Non, va y avoir une- je crois que vous avez raison de souligner le lien qu'il y a entre le problème de l'eau et le problème du Cachemire. Car évidemment, l'amont de l'Indus et de ses affluents se trouve dans la partie du Cachemire administrée par l'Inde. Donc ces deux problèmes sont liés en réalité. Je crois que de toute façon, l'Inde ne pourra pas, évidemment, détourner l'Indus. C'est absolument impossible techniquement, Oui. et c'est impossible politiquement. Car bien évidemment, sans l'Indus, il n'y aurait pas de Pakistan. C'est un casus Non. belli, oui. Je pense que les deux pays sont condamnés finalement à s'entendre. L'Inde probablement utilisera au maximum les droits qui lui sont accordés dans le cadre du traité. Elle ne les utilise pas tous actuellement. Elle construira peut-être des barrages. Elle aura évidemment l'avantage d'un pays amont, c'est-à-dire elle pourra contrôler les débits avec éventuellement des influences négatives sur le Pakistan. Mais je crois qu'in fine, il n'y aura pas de changement majeur et que l'eau continuera toujours à couler vers le Pakistan par l'Indus et ses affluents. Merci. Autre intervention? Jean-Louis Oliver. Jean-Louis Oliver, est-ce que vous pourriez préciser un peu les différences entre médiation, conciliation et arbitrage? Parce que c'est quelquefois assez nuancé. Oui, alors, l'arbitrage que l'on retrouve en droit civil, que l'on retrouve en droit matrimonial, que l'on retrouve en droit commercial, est bien codifié avec des commissions d'arbitrage, avec toute une procédure que les parties doivent suivre, avec des arbitres qui sont nommés de manière tout à fait impartiale par une commission d'arbitrage, etc. Donc c'est un mécanisme assez lourd, au fond, qui, à mes yeux, ne peut pas s'appliquer à la diplomatie, qui a nécessairement besoin de cette approche beaucoup plus fluide qu'est la médiation, impartiale et volontaire. La conciliation est, au fond, l'étape suivante de l'arbitrage, c'est-à-dire qu'on est arrivé à entendre les doléances des parties et qu'on propose, le magistrat propose une conciliation tenant compte des arguments des uns et des autres. De nouveau, la conciliation en diplomatie, ou même la réconciliation d'ailleurs, est quelque chose de très fragile. Donc, en diplomatie, de nouveau, on ne parle pas de conciliation, on parle éventuellement d'un accord, lequel accord doit ensuite faire l'objet de procédures d'adoption interne, d'un traité. Ça, ce serait l'étape ultime de la médiation, avec le risque, de toute façon, à tout moment, les hostilités puissent reprendre. Donc voilà. On a d'une part des mécanismes juridiques assez contraignants et d'autre part un instrument diplomatique assez flexible. Notre présidente souhaite intervenir en visioconférence. Oui, merci beaucoup. Bonjour, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le vice-président, chers collègues, chers confrères. Je ne sais pas si vous me voyez, je vous appelle de Cotonou et je vous dis un petit bonjour de Cotonou. Et j'ai suivi avec grand intérêt l'exposé de notre confrère sur un thème aussi important que celui qu'il a traité. Je vous en remercie et je voulais simplement vous poser une question. L'expérience que nous avons pu avoir au niveau notamment de la francophonie pendant des années, qui s'était impliqué comme acteur relativement important de la médiation, dans la médiation internationale, et encore dans les textes que nous avons, Monsieur Boutros-Ghali avait toujours souhaité qu'on garde le terme de facilitation et non pas de médiation, comme vous l'avez assez bien rappelé.
Mais la question que nous sommes posée, que nous avons, en tout cas, on y réfléchissait beaucoup avec tous ceux de nos collègues qui ont été particulièrement intéressés par cette question de doctrine après la pratique, c'est au fond, est-ce que les médiations, réussies ou pas réussies, mais en tout cas les médiations, le processus de médiation n'est-il pas, j'allais dire, un élément susceptible d'entraver, sinon d'obérer, de ralentir, et je ne voudrais pas dire de mettre en échec, les mécanismes de sauvegarde et de promotion qui ont été par ailleurs instaurés à peu près à la même époque, tendant finalement à faire en sorte qu'on condamne ceux qui, par exemple, ont violé un certain nombre de principes ou d'engagements auxquels ils avaient souscrit. Et donc, effectivement, la pratique a voulu que quand il y a véritablement une crise de la démocratie, une rupture de la démocratie, des violations graves, il puisse y avoir justement ce processus de facilitation, que d'ailleurs M. Boutros-Ghali souhaitait qu'on mette au niveau de la crise et non pas de la rupture, mais nous avons constaté qu'à partir du moment où on privilégiait cette voie de la médiation, quelque part on était embarqué dans un processus tout à fait positif, mais qui encore une fois ne laissait presque plus de place ou faisait que les mécanismes par ailleurs qui avaient été prévus, notamment de sanctions, disons le mot, n'étaient plus, j'allais dire, pertinents ou en tous les cas si bien reçus. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là, j'allais dire, ou est-ce que vous avez réfléchi à cette problématique des deux modes d'accompagnement des crises et des conflits? Merci beaucoup. Merci. Vous ouvrez là une nouvelle perspective dans la réflexion sur la médiation, chers collègues. Alors, moi, je reste quand même convaincu que c'est un instrument qui a ses mérites. Alors après, je vois la médiation davantage comme un des instruments dans une panoplie. C'est ça. Il n'y a pas d'exclusive. Les exemples tout récents que l'on a ces dernières semaines de médiation nous font croire que certaines sont vouées à l'échec, en réalité. Et donc, il vaut mieux se doter d'une série d'instruments et redonner à l'Organisation des Nations Unies et aussi aux organisations régionales comme l'Organisation des États africains la capacité de jouer ce rôle à leur niveau. Il faut recrédibiliser la médiation multilatérale. En fait, c'est ça le message que je voudrais faire passer. Merci beaucoup. Merci. Une autre intervention? Christian Lochon. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes une famille qui connaît bien l'Iran. Monsieur votre père y travaillait déjà. Et donc, je vais me permettre de vous poser une question d'école. La médiation. Quel serait, d'après vous, le médiateur idéal entre Israël et l'Iran? Merci. Entre Israël et l'Iran. Non, bien sûr. Alors, je dois réfléchir 2 minutes parce que les Européens ne sont pas non plus les bienvenus dans une médiation de ce type-là, en tout cas très peu de leviers vis-à-vis d'Israël pour le moment, et pas beaucoup non plus vis-à-vis de l'Iran. Alors, est-ce que on pourrait se tourner vers un des Émirats du Golfe? J'ai tout à l'heure fait allusion au sultanat d'Oman, qui a conservé une forme de dialogue privilégié avec Téhéran. Sûrement pas les Saoudiens, qui en réalité voient l'Iran comme un concurrent, et qui veulent, eux, une relation privilégiée avec Israël, précisément, mais sans l'Iran. Et est-ce que on ne pourrait pas, pour le coup,
initier ce que j'appelle dans mon exposé une track-two, c'est-à-dire faire intervenir la société civile, des représentants du monde académique, des gens qui ne sont pas liés à des gouvernements et qui, pour autant, auraient quand même un lien privilégié tant avec le pouvoir israélien que le pouvoir iranien. Est-ce que ces gens-là existent d'ailleurs? Je ne le sais pas. Donc merci pour cette question qui suscite la réflexion et je suis probablement déçu de ne pas vous apporter une réponse convaincante, mais ça va demander un peu d'effort pour distinguer les critères que cette personne ou ce gouvernement devrait cocher toutes les cases, comme on dit dans le langage familier, pour effectivement être accepté tant par Israël tant par Jérusalem ou Tel Aviv que par Téhéran. Ce que vous dites m'amène quand même à un point qui fait référence à l'Iran d'avant la révolution islamique, lequel Iran avait des relations avec Israël, comme vous le savez, non officielles, mais réelles, tangibles. Et il y a une très longue histoire entre le peuple juif et le peuple iranien, avec des citations bibliques qui remontent à Esther et Mardoché, avec une communauté juive qui aujourd'hui évidemment est très réduite, mais qui a été importante. Et dès lors, on peut se dire qu'au niveau de la société civile, tant d'un côté comme de l'autre, il y a sans doute une certaine appétence pour raviver une forme de dialogue qui aille au-delà des anathèmes de Khatami, ou de Khamenei plutôt. Et peut-être que c'est dans cette société civile, d'une part et d'autre, qu'on trouvera les médiateurs. Voilà. Merci. Vous avez progressivement décliné mes différentes questions. Je me permets d'évoquer quand même avec vous la problématique des sanctions. Dans quelle mesure est-ce que les sanctions sont compatibles avec les processus de médiation? Oui. Alors, je crois que il doit y avoir dans la médiation la possibilité j'ai dit ça de manière très imagée, de moduler la carotte et le bâton, c'est-à-dire les sanctions. À un moment donné, le risque d'avoir des sanctions doit peser dans les calculs que les parties en question sont amenées à faire. Quelles sanctions? Être marginalisé de la communauté internationale, ne pas bénéficier de certains prêts de la Banque mondiale, être, dans le cas d'Israël, tout d'un coup s'apercevoir que les livraisons d'armement américains sont suspendues, enfin bref, ce genre d'éléments. Voilà, nous sommes tous des humains et nous avons beau essayer de nous abstraire parfois des contingences matérielles, la médiation n'est pas un exercice aristotélicien qui nous amènerait à la suspension du jugement, etc. C'est très concret, c'est du réel concret, et donc oui, les sanctions, au fond, ne sont-elles pas, quelque part, l'élément indispensable de la médiation? Absolument. Une autre intervention, une autre question, une remarque? Pouvez-vous répondre à ma question sur la professionnalisation du médiateur? Est-ce qu'il est nécessaire d'être un diplomate pour conduire à bien une médiation? Non, d'autant que, comme je le regrettais tout à l'heure, les diplomates ne sont plus souvent formés à la médiation. Et hélas, sauf dans quelques pays peut-être que la diplomatie helvétique, en effet, met l'accent encore sur cette formation-là, ou celle du Saint-Siège. Donc oui, non, il ne faut pas être nécessairement diplomate. Il faut avoir des qualités, en revanche, qui sont les qualités que l'on prête d'habitude aux diplomates. Et vous me permettrez d'échapper à un examen de conscience plus approfondi par cette entourloupette. Très bien. Merci beaucoup. Une dernière intervention, une dernière question. Madame Devier.
suis pas spécialiste du sujet, mais parce que la question, Monsieur Lochon m'a amusé. Médiation entre Israël et Iran a tenté, si cette médiation pouvait avoir effectivement lieu. Il y a un pays un petit pays d'Asie du Sud-Est qui a de très bonnes relations avec les deux, c'est Singapour, qui a une proximité de son appareil militaire, à commencer par le renseignement, avec Israël, et qui a un modèle d'armée qui est une synthèse, si vous voulez, entre la Suisse et Israël, et puis de l'autre côté, qui a des relations et de longue durée avec l'Iran. Simplement, pour que Singapour accepte de se coller à cette tâche virtuellement impossible, il faudrait qu'il y trouve un intérêt quelconque, et en termes d'affaires, et plus encore en termes d'image. Or, à Singapour, on a une culture de la discrétion. C'est vrai. Voilà. Merci beaucoup. Si vous en êtes d'accord, nous allons conclure, mais peut-être vous laisser terminer sur quelques mots. Merci beaucoup. Eh bien, chers amis, vous avez vu combien la médiation est un sujet qui, on s'en est aperçu à travers les questions-réponses, permettent des approfondissements, des comparaisons, des évaluations. C'est donc un sujet très dynamique. Je suis heureux de pouvoir l'évoquer ici, dans cette académie, qui ne s'intéresse pas seulement à l'histoire, et j'ai beaucoup de respect pour l'histoire, donc au passé, mais qui regarde aussi vers l'avenir, vers des instruments qui sont vraiment des instruments actuels, parfois mal utilisés, mais combien importants. Et quelque part, donc, je suis heureux que l'Académie des sciences d'outre-mer, par ce genre d'exposé, par cet intérêt qu'elle porte à ces questions internationales, contribue d'une certaine façon à former les diplomates du futur, que ce soit ceux qui suivent ce genre de conférences, qui lisent notre littérature ou qui sont à notre écoute. Je vous remercie. Je vous indique que nous répondrons à votre appel en publiant l'année prochaine notre colloque commun de Bruxelles qui portait, je le rappelle, sur les transformations de l'ordre mondial, et nous comptons bien continuer ce type de coopération tous les 2 ans comme nous l'avons fait jusque-là. C'est très important pour notre académie. Très bien. Merci infiniment. Merci beaucoup.